Dans cette nouvelle séquence, nous allons aborder les notions d'énergie cinétique, d'énergie potentielle et d'énergie mécanique. Pour bien comprendre ces énergies, nous allons commencer par l'énergie cinétique et sans plus tarder, une petite vidéo d'introduction qui est certes un peu ancienne, donc pas de très bonne qualité, mais qui sera pour nous une bonne base de travail. Le choc a été d'une violence inouïe. L'accident s'est produit vers 1h50 ce matin sur l'autoroute A7. Aussitôt, le plan rouge est déclenché. 150 pompiers arrivent sur les lieux pour une opération de secours. L'accident s'est déroulé en deux temps. Tout d'abord, un poids lourd dont le chauffeur s'est endormi se couche sur la chaussée et provoque un ralentissement. Derrière le bouchon, cet autocar hollandais arrive à pleine vitesse et percute deux autres bus, un venu lui aussi de Hollande et surtout celui-ci en provenance d'Allemagne. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vitesse serait à l'origine de l'accident. Le premier car, ce qui est derrière, là, qui a commencé à s'arrêter, a été percuté par un autre véhicule qui arrivait très vite derrière, quoi. Les disques sont saisis et les disques ont parlé déjà. Quand il dit Quand il dit 100 km/h pour les deux premiers cars et 120 pour l'autre. Et tandis que les enquêteurs poursuivaient leurs investigations, tôt ce matin, les services techniques remettaient la chaussée en état. L'autoroute A7 est redevenue la route des vacances. Au centre d'essai de Lardy dans l'Essonne, on casse volontairement plus de 300 véhicules par an. L'enjeu est toujours le même, protéger la vie. Alors là, vous avez une collision face-face entre deux voitures, un choc très sévère, et ici, un choc contre un arbre aussi d'une grande violence. En fait, en France, il y a 100 000 voitures accidentées par an et plus de 5 000 morts, ce qui est beaucoup moins important qu'il y a une vingtaine d'années, mais c'est encore beaucoup trop. En fait, notre travail, c'est d'améliorer énormément la sécurité routière et de diminuer ce nombre de tués. Un accident, un choc est avant tout une histoire d'énergie. Dès qu'un objet a une vitesse et une masse, il a une énergie. Notre but ici est avant tout d'étudier cette énergie. Mais attention, cette énergie, tout corps en mouvement la possède. Les hommes aussi en ont à revendre. La preuve, il est impossible de s'arrêter brusquement dans son élan. Pour bien comprendre les conséquences d'un choc, voitures et mannequins sont bardés de capteurs. Des caméras enregistrent plus de 1000 images par seconde. Attention les yeux, pour ce crash test, la voiture va être propulsée à 56 km/h. C'est pas énorme, mais ça fait déjà beaucoup d'énergie. L'énergie est en fait largement supérieure à la vitesse. Pour représenter son effet, on a déformé des tubes. Voici le tube non déformé. Le tube à 40 km/h avec cette déformation. Et on pourrait penser qu'à 80 km/h, la déformation serait le double. En fait, elle est multipliée par 4. Ce qui veut dire que l'énergie est considérable et que c'est une donnée importante qu'il faut intégrer dans les crashs. Durée du crash test, 7 centièmes de seconde. Visiblement, les dégâts sont très importants. Curieusement, dans les années 70, les voitures étaient beaucoup plus rigides. Certaines voitures étaient particulièrement raides. De ce fait, le choc en question était un choc élastique. On peut le comparer à deux boules de billard qui se rencontrent et qui repartent pratiquement avec la même énergie. Ce qui est dommageable pour l'occupant des voitures, les passagers. Pourquoi? Parce que cette énergie qui n'est pas absorbée va provoquer des lésions graves lors d'un accident. De toute façon, l'énergie existe, elle est toujours là, elle ne fait que se transformer. Dans le cas présent de ce choc,
elle s'est transformée en déformation du bloc avant de la voiture qui s'est rétréci de plusieurs centimètres pour absorber le maximum d'énergie et de ce fait soulager l'occupant. On a ici un bloc avant qui s'est comporté comme une éponge à énergie. État des lieux de la carcasse au laboratoire. Mais visiblement, il y a un problème. Il n'y a qu'un côté qui a été touché, comme si la voiture n'avait pas roulé droit. Alors, si la voiture a roulé droite, on a fait exprès de faire heurter la voiture contre un obstacle étroit, car dans la majorité des accidents, les conducteurs donnent un coup de volant pour éviter cet accident, et dans ces conditions, l'énergie de mouvement n'est dissipée que sur une partie de la face avant du véhicule, et c'est évidemment beaucoup plus difficile et beaucoup plus sévère pour la structure du véhicule. Ce principe, c'est exactement celui qu'on applique lorsqu'on enfonce un clou. Une tête bien large et une pointe étroite afin que l'énergie s'évacue en puissance. Et c'est comme ça qu'il s'enfonce. On sait fabriquer des éponges à énergie efficaces pour préserver l'habitacle. Mais s'il y a choc... Un choc entre une petite voiture et une grosse, ou pire, un camion, notre merveilleuse petite éponge à énergie ne fera pas le poids. Effectivement, sur la route, il y a des véhicules de masse très différentes qui se heurtent. L'objectif, c'est de faire en sorte que le gros véhicule absorbe une partie de l'énergie du petit véhicule. C'est ce qu'on appelle la compatibilité. C'est bien d'avoir une bonne éponge à énergie et de garder un habitacle intact, mais en fait, un occupant a sa propre énergie de mouvement, et si par exemple il n'est pas ceinturé dans un choc contre un poteau à 100 km/h, il sera projeté et heurtera le pare-brise à 100 km/h. S'il est ceinturé, il sera bien sûr solidaire de l'habitacle, et dans ces conditions, son énergie de mouvement sera absorbée par la ceinture de sécurité. En France, si tout le monde portait sa ceinture, il y aurait 1500 morts en moins chaque année. Ce que vous devez retenir de cette vidéo est que tout corps en mouvement possède de l'énergie. On appelle cette énergie cinétique. Tout de suite, pour poursuivre, je vous montre une deuxième vidéo à l'issue de laquelle je vous poserai une question. Everything changes. Ma question est la suivante. On ne peut pas produire de l'énergie à partir de rien. On ne peut que transformer une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Par exemple, une lampe transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Mais on ne pourrait pas produire de l'énergie lumineuse sans une première source d'énergie, ici l'énergie électrique, que l'on transformerait. Alors, dans le cas de notre montagne russe, arrivé en haut, le manège est quasiment à l'arrêt, les chariots sont à une vitesse très lente et ils vont nettement accélérer dans la descente. Puisqu'ils accélèrent, ils gagnent de l'énergie cinétique. Quelle est la forme d'énergie transformée en énergie cinétique ? Grâce à l'interaction gravitationnelle, tout objet en hauteur peut gagner de la vitesse en chutant. Le simple fait d'être en hauteur fait que l'on possède donc une forme d'énergie
appelée énergie potentielle. Plus on est haut, plus on a d'énergie potentielle. Ainsi, dans le cas de la montagne russe, c'est l'énergie potentielle du chariot lorsqu'il est en haut du manège qui se transforme en énergie cinétique, en vitesse, pendant qu'il chute. Lors de la remontée, le chariot utilise son énergie cinétique pour la retransformer en énergie potentielle, et ainsi de suite. On confond souvent à tort l'énergie mécanique et l'énergie cinétique. Elles sont bien sûr liées. L'énergie cinétique est l'énergie, comme nous l'avons dit et noté, liée à la vitesse de l'objet. L'énergie mécanique est quant à elle la somme, donc l'addition, des énergies cinétiques et potentielles. Pour mieux comprendre le lien entre énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique, tu vas répondre aux 5 questions de la première page de l'activité qui va être distribuée. Ensuite, dans un deuxième temps, nous travaillerons sur la formule qui nous permettra de calculer l'énergie cinétique. En scannant le QR code présent sur ta feuille de travail, tu arriveras sur l'écran suivant. Tu devras choisir Introduction et cocher les différentes cases demandées, à savoir histogramme, vitesse et ralenti, ce qui permettra de mieux voir ce qu'il se passe qu'à vitesse réelle. Tu pourras ainsi voir l'évolution des énergies cinétiques potentielles ainsi que mécaniques en fonction de la position du skater dans le U du skatepark. Donc tu peux prendre le skater, le déposer n'importe où dans le U et le lâcher. Tu verras alors l'évolution des énergies dont nous venons de parler. Le total est l'addition des énergies cinétiques et potentielles, correspond donc à l'énergie mécanique. Tu pourras répondre aux différentes questions en observant les valeurs des énergies cinétiques et potentielles sur l'histogramme en fonction de la position du skater dans le U et en fonction de sa vitesse. Ainsi, tu pourras déterminer quelle énergie dépend de la vitesse, quelle énergie dépend de la hauteur. Tu peux également faire varier la masse du skater grâce au curseur ici et voir si cette masse a une influence sur les valeurs des énergies cinétiques et potentielles. En observant l'animation, on constate que pour la première question, l'énergie potentielle lors de la descente se transforme en énergie cinétique. On voit bien sur l'histogramme que le bâton bleu, lorsqu'il diminue, correspond finalement à une hausse de l'énergie cinétique représentée par le bâton vert. Pour la deuxième question, l'énergie cinétique, lors de la montée, se transforme en énergie potentielle. On constate que finalement, on a un échange permanent, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie cinétique, etc. Et que comme l'un se transforme en l'autre, le total, donc l'énergie mécanique, reste constante. C'est la question numéro 3. Question numéro 4. On voit que l'énergie cinétique est maximum lorsque la vitesse est maximum. L'énergie cinétique dépend donc de la vitesse, ce que nous savions déjà. Mais on constate aussi, lorsque l'on augmente la masse, que cela augmente en conséquence la valeur maximum de l'énergie cinétique. Et que si on diminue la masse, la valeur maximum de l'énergie cinétique diminue d'autant. Pour l'énergie potentielle, on voit que la masse a également un impact. Masse faible, énergie potentielle faible. Si j'augmente la masse, on voit que l'énergie potentielle augmente également. Quant à l'énergie potentielle, on observe qu'elle est maximale lorsque la hauteur du skater est maximale. L'énergie potentielle dépend donc de la masse et de la hauteur.
Une petite remarque pour finir avec cette animation. Correspond-elle à la réalité? En d'autres termes, si on remplaçait cette animation par l'expérience que vous alliez dans un skatepark, est-ce que vous pourriez, comme cela, osciller indéfiniment dans le U qui est représenté dans l'animation? La réponse est évidemment non. Tout le monde sait très bien que assez rapidement, le mouvement s'atténuerait pour finir par s'arrêter. Alors pourquoi? Parce que nous avons négligé ici un paramètre qui est malheureusement inévitable et que sont les forces de frottement. Alors, dans cette évolution de l'animation, je vais activer les forces de frottement. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va réafficher la vitesse, l'histogramme, pourquoi pas le ralenti, et on va refaire ou remettre en route la même animation que tout à l'heure. Donc à ce stade, on en est au même point, il n'y a pas de frottement. Lorsque j'active les frottements, eh bien, on voit que à chaque remontée, on va moins haut, qu'à chaque passage bas, la vitesse est de plus en plus basse, mais surtout, on voit que les énergies cinétiques et potentielles tendent à diminuer, alors que le total, lui, ne change pas. Alors pourquoi? Cette fois-ci, le total n'est pas seulement l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique additionnée à une autre forme d'énergie, l'énergie thermique. En effet, vous le savez, lorsque l'on roule à vélo, par exemple, si on touche nos pneus, après quelques kilomètres, les pneus sont chauds. Lorsque vous roulez en voiture avec vos parents, touchez les pneus après avoir fait quelques kilomètres en voiture, vous verrez qu'ils sont chauds. Les frottements engendrent de la chaleur. Et l'énergie qui est transformée en chaleur est de l'énergie perdue, donc les énergies cinétiques et potentielles diminuent au profit de l'énergie thermique. Lorsque l'on freine avec un véhicule, l'énergie cinétique est toujours transformée en énergie thermique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous passerez le permis de conduire, on vous indiquera que en montagne, lors de la descente, il ne faut pas rester appuyé sur les freins en permanence, sinon on entraîne une surchauffe des freins qui peut entraîner leur dysfonctionnement. Passons à présent à la deuxième page de cette activité. J'aurais pu, comme nous le faisons d'habitude, vous donner directement la formule qui permettrait de calculer l'énergie cinétique, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez un petit peu. Aussi, je vous ai proposé au tableau 3 formules. Évidemment, une seule peut être juste. J'aimerais que vous observiez attentivement ces 3 formules et que vous essayiez d'en éliminer une. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Je vous propose de choisir, chacun pour vous, celle que vous allez éliminer. Le choix est fait. J'aimerais que vous vous posiez une dernière question. Pourquoi avez-vous choisi d'éliminer celle-ci? Je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous a choisi d'éliminer la deuxième. L'énergie cinétique égale 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute n'aimez-vous pas les carrés. Eh bien, ce n'est pas celle-ci qu'il faudra éliminer en premier. Peut-être même pas en deuxième, nous verrons plus tard. Pour éliminer la première, on va utiliser une donnée. L'énergie cinétique augmente lorsque la vitesse augmente. Alors j'aimerais que vous regardiez à nouveau l'ensemble des formules. Réfléchissez à nouveau à celle à éliminer en pensant à cette phrase. L'énergie cinétique augmente lorsque la vitesse augmente. Pour comprendre pourquoi cette formule n'est pas la bonne, je te propose de l'appliquer à un cas concret, ou plutôt à 2 cas concrets. Imaginons d'un côté un objet de 100 kg de masse qui se déplace à une vitesse de 10 mètres par seconde. De l'autre côté, un objet de même masse, toujours 100 kg, mais qui se déplace à une vitesse de 5 mètres par seconde. Appliquons cette formule dans les 2 cas. Dans le premier cas, on va remplacer m par 100 kg, la masse, v par 10 mètres par seconde, et en effectuant le calcul, on obtient une énergie de 50 joules. On applique exactement la même méthode au deuxième cas, on remplace
chaque grandeur par sa valeur. La masse est remplacée par 100 kg, la vitesse est remplacée par 5 mètres par seconde, et on obtient une énergie cinétique de 100 joules. Et c'est bien là le problème, puisque dans cet exemple, si cette formule était juste, on observerait, ou plutôt dans le cas de cette formule, on observe que le véhicule le plus rapide est celui qui a le moins d'énergie, ce qui est totalement incompatible avec la réalité. Plus il y a de vitesse, plus il y a d'énergie. Cette formule n'est donc pas la bonne, elle ne peut pas être vraie. Il nous reste à présent une dernière formule à utiliser. Alors nous allons y aller rapidement. Si tu as éliminé la formule du milieu, 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré, ou si tu n'aimes pas les formules avec des carrés, eh bien mauvaise nouvelle, ce n'est pas celle-ci qu'il fallait éliminer, et c'est bien la bonne formule. Celle qu'il faut éliminer est 0,5 fois la masse fois la vitesse. Tu t'en doutes, je vais te demander pourquoi. Eh bien, la réponse tient dans l'orgue de Casadei. Casadei, ingénieur de chez Renault, a eu l'idée suivante pour représenter la dangerosité de la vitesse au niveau des véhicules automobiles. Il a déformé des tubes en fonction de leur vitesse lors de l'impact. Vous avez donc côte à côte des tubes qui ont été déformés à des vitesses de 10, 20, 30, 40, etc. jusqu'à 90 km par heure. Et que constate-t-on? Eh bien, je vous invite à regarder la déformation à 40 km par heure et à la comparer à la déformation à 80 km par heure. Nous sommes d'accord que la déformation est proportionnelle à l'énergie cinétique lors du choc. Plus il y a d'énergie cinétique, plus la déformation sera importante. C'est ce qui a été présenté dans la vidéo d'introduction au départ. Eh bien, regardez bien celle à 40 km/h, celle à 80 km/h, et essayez d'estimer par combien la déformation a été multipliée. A-t-elle été doublée? Non. Elle a été multipliée par 4. Lorsque la vitesse est doublée, l'énergie cinétique est multipliée par 4. C'est la raison pour laquelle la formule de l'énergie cinétique contient la vitesse au carré. Si la vitesse n'était pas au carré, en multipliant la vitesse par 2, le résultat serait simplement multiplié par 2 aussi. À noter dans votre cahier, l'énergie cinétique se calcule en appliquant la formule énergie cinétique égale 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Attention, la masse est toujours en kilogrammes et la vitesse doit impérativement être en mètres par seconde. Jamais de kilomètres par heure dans cette formule. Je répète, la vitesse est toujours en mètres par seconde. Quant à l'énergie, elle sera exprimée en joules. Pour l'exemple, appliquons la formule à un objet de masse 100 kg qui roule à 10 mètres par seconde. C'est le même cas que nous avions utilisé tout à l'heure pour montrer que la formule était incorrecte. Donc cette fois-ci, nous avons la bonne formule. L'énergie cinétique vaut 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. On remplace chaque grandeur par sa valeur dans la formule suivante. La masse vaut 100 kg, on remplace donc m par 100, et la vitesse vaut 10 mètres par seconde, on la remplace donc par 10, et surtout, on n'oublie pas le carré. C'est une erreur fréquente. Là, dès que vous voyez cette formule, vous devez avoir un signal d'alerte qui vous dit « Attention, je ne dois pas oublier le carré ». Ce qui revient à calculer 0,5 fois 100 fois 100, et donc qui nous donne un résultat de 5000 joules. Ce n'est pas plus difficile que cela. Dernier point, puisque dans la formule qui te permet de calculer l'énergie cinétique, il faut la vitesse en mètres par seconde, tu dois être capable de convertir des kilomètres par heure en
mètres par seconde. Tu dois donc connaître l'équivalence 3,6 km par heure égale 1 mètre par seconde. Pour convertir des km par heure en mètres par seconde, il faut donc diviser par 3,6. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien tout simplement rouler à 3,6 km par heure. C'est comme rouler à 3600 mètres par heure. Pour convertir des kilomètres en mètres, on fait fois 1000. Donc 3,6 km par heure égale 3600 mètres par heure. Mais en une seconde, va-t-on parcourir une distance supérieure ou inférieure à la distance parcourue en une heure? Je répète, en une seconde, est-ce qu'on va parcourir une plus grande distance ou une plus petite distance qu'en une heure? Évidemment plus petite. Une seconde, c'est beaucoup plus court qu'une heure. Une seconde, c'est combien de fois plus petit qu'une heure? Une seconde, c'est 3600 fois plus petit qu'une heure, puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. Et donc, si en une heure, on parcourt 3600 mètres, eh bien, en une seconde, on va parcourir 3600 fois moins, donc 1 mètre par seconde. Voilà d'où vient cette équivalence, 3,6 km par heure égale 1 mètre par seconde. À retenir donc, et bien sûr à noter dans le cahier, et ce sera là la fin de la leçon, la conversion de km par heure en mètres par seconde se fait en divisant par 3,6.